Bonsoir, pardon. Merci d'être si nombreux. Et au nom de la SALSL, je vous souhaite la bienvenue. Donc très heureux de voir autant de monde ce soir pour la conférence de Galerie Vidal. Alors un petit point d'abord sur la SASL, donc la Société archéologique scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, a pour mission, c'est une mission qui a été créée en 1933 si je me souviens bien, a pour mission donc de diffuser le savoir qui a été créé dans les Pyrénées-Orientales à travers soit un cycle de conférences, et vous y êtes, merci beaucoup, et également un bulletin. Alors, il faut savoir que c'est une association, que nous avons justement notre collègue derrière qui a quelques bulletins si vous souhaitez vous inscrire à cette association, et également quelques bulletins aussi que nous publions chaque année. Et donc le dernier bulletin c'était sur Annie de Pouce qui était l'archéologue très connu pour qui a vécu au XXe siècle. Rapidement, je présente Galerie Vidal, qui est doctorant à l'université de Perpignan sous la direction de Patrice Poujade, donc à l'UMR 5136 Framespa, et professeur également dans le secondaire, dans le lycée, au lycée agricole de Rivesaltes. À l'école de Rivesaltes, merci. Alors il a d'abord publié un mémoire en 2021, sous la direction aussi de Monsieur Poujade, qui s'intitule, alors il est un peu long alors j'ai dû l'écrire, Pouvoir et société montagnarde en région de frontières à l'époque moderne, jeux de frontières, jeux de pouvoir et société civile et militaire en cap circonflant et Val-Espire, 16e, 18e siècle. J'ai réussi. Bon, donc dans la continuité de ses recherches de master, il a continué d'en poursuivre en doctorat, si bien d'ailleurs que dans sa conclusion il disait que la première recherche qu'il a réalisée était une ébauche, et qui voulait approfondir et analyser de plus en plus en fait la place des acteurs qu'il y avait dans le cadre frontalier. Et donc il s'est inscrit en thèse de doctorat, je le répète encore sous la direction de Patrice Poujade, une thèse qui s'intitule La frontière entre défense et passage, les comtés de Roussillon et de Cerdagne à l'épreuve des stratégies d'État et des stratégies individuelles et collectives des années 1560 aux années 1620-1640. Donc dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, je ne vais pas divulgacher ce que mon collègue va dire juste après, mais simplement les bornes proposées et l'espace sont assez intéressants. Parce qu'on est dans un espace d'affrontement entre les monarchies hispaniques et le Royaume de France. Et donc la question de la frontière est assez prégnante, assez présente. Et donc, bon, je laisse mon collègue qui est comme moi sur la direction de Patrice Poujade, vous en dire davantage. Il vous précisera ça plus en détail. Merci beaucoup, et je laisse la parole à Galerie. Bien, merci Orion. Donc je suis ravi d'avoir été invité par la SASL ce soir pour vous parler de ce sujet de thèse, enfin d'une partie de mon sujet de thèse. Voilà, sur la frontière franco-hispanique entre la fin du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe. Donc, comme l'a évoqué Orion, qui est une période de troubles au pluriel, bien qu'il n'y ait pas que des troubles non plus, il y a aussi des périodes de paix. Bon. Effectivement, j'appartiens au groupe Histoire sociale du laboratoire Framespa, qui a une antenne à Perpignan, et le sujet de ma thèse porte sur la défense et le passage de la frontière des comtés de Roussillon et de Cerdagne dans une dimension qui est comparativiste. Et c'est quelque chose d'assez novateur. Je prends en compte en fait les deux côtés de la frontière, le côté français et le côté hispanique pour schématiser, bien que je ne sois pas sûr que les Fuxins, par exemple, se reconnaissaient comme véritablement français au moment où le comté de Foix qui appartenait au roi de Navarre, à ce moment-là, dans la première partie du XVIe siècle et jusqu'en 1607, au moment du rattachement du comté de Foix à la France, avec Henri IV, donc se reconnaissaient comme véritablement français, parce qu'ils parlaient surtout l'occitan, et des dérivés de l'occitan, notamment le gascon, ou encore le commingeois, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose de novateur de traiter ces deux parties de la frontière. Je m'attache notamment à y étudier le rôle des différents pouvoirs dans la mise en défense de la frontière, la structuration de ces mêmes pouvoirs tout au long de cette frontière en ne négligeant pas de la replacer dans une perspective macro-historique et en faisant dialoguer les échelles d'analyse du micro au macro-historique.
Enfin, j'étudie le rôle de ces pouvoirs et de ceux qui les détiennent. Donc là, je parle notamment, et j'insiste beaucoup dessus, sur les seigneurs de la frontière, qui est une expression qui nous vient de l'historienne, la grande historienne Núria Sales, qui a étudié voilà, ces seigneurs de la frontière, publié beaucoup de travaux sur les seigneurs de la frontière, sur le bandolérisme, voilà, et sur les Miquelettes également. Mais les Miquelettes, c'est plutôt au XVIIe siècle. Donc là, on est un peu hors période. Et j'évoque enfin donc, le passage de cette frontière, et de ces passages même, je pourrais dire, parce qu'il n'y a pas qu'un passage de la frontière voilà, de façon très simple. Il y a non seulement les échanges économiques, mais également des interconnexions familiales, peu importe d'ailleurs le rang social, hein, qu'on soit noble ou plus humble paysan, voire artisan aussi beaucoup. Hein, les artisans voilà, sont amenés à fréquemment passer la frontière. Et donc ces recherches ont pour finalité de mieux comprendre finalement les stratégies mises en place pour tirer parti de façon plus ou moins avantageuse de la situation frontalière de ces différents territoires, mais aussi les stratégies mises en place par les pouvoirs locaux, souverains ou encore communaux pour parvenir à contrôler cette large zone de frontière. Donc tout le monde veut tirer son épingle du jeu, alors même que le pouvoir central essaie véritablement de contrôler cette zone de frontière. Eh bien on voit que ça l'échappe quand même pas mal, et qu'il est amené à dialoguer avec les élites locales, hein, plutôt, pour essayer de contrôler au mieux cette frontière. Donc traiter d'un tel sujet, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été fait auparavant, mais moi je m'appuie quand même sur une historiographie qui est mine de rien assez prolifique, donc une historiographie française, encore catalane, voire espagnole, qui n'a que très peu évoqué la structuration des pouvoirs ainsi que des réseaux de pouvoir le long de la frontière franco-hispanique. Et parmi ces travaux d'historiens, donc, je peux déjà évoquer ceux de Patrice Poujade, mon directeur de thèse, mais aussi ceux de Núria Sales, j'en ai parlé, ou encore ceux de Xavier Torres, et qui m'ont permis de mieux saisir les problématiques de cette frontière, déjà de mieux la cerner au niveau de ses enjeux. Tout d'abord, il s'agit d'une frontière de passage ainsi que d'échange. Voilà, ici vous avez la liste d'ailleurs des principaux historiens qui ont un petit peu travaillé sur cette question de la frontière durant la période qui m'intéresse. Donc cette frontière est une frontière de passage ainsi que d'échange. Donc c'est la thèse de Patrice Poujade dans son travail sur le monde marchand transpyrénéen et que continue d'ailleurs de prolonger Aurélien Meunier, bien sûr. Pareil sur l'anatomie des réseaux marchands transpyrénéens. Si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit aussi d'une frontière que l'on souhaite défendre face à l'autre, l'autre étant souvent le français, le huguenot. Mais ça c'est une étiquette qu'on colle quand on ne sait pas trop qui est l'adversaire en face de soi. Surtout dans des contextes de crise, comme durant la période des guerres de religion, des années 1560 aux années 1598, voire 1620, jusqu'à l'édit d'Alès en fait en 1629, ainsi que durant la guerre de 30 ans, qui ouvre à quelques années près 5 ans sur la guerre d'Alcegadors. Là aussi, les travaux de Patrice Poujade, mais aussi ceux d'Alain Ayats, qui traitent plutôt des événements de la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais qui peuvent quand même servir d'éléments de comparaison, démontre l'attitude des populations frontalières face à la guerre. Et enfin, donc, on remarque également une oscillation des intérêts de la couronne hispanique et des autres pouvoirs souverains, par exemple celui des comtes de Foix, pour permettre le passage de la frontière et le faciliter par le biais d'accords qu'on appelle souvent des traités de lise et passerie, tout en souhaitant aussi paradoxalement la militariser, la matérialiser, voire en faire un précaré de leur monarchie dans un contexte de trouble qui n'est pas seulement dû aux guerres, mais aussi à un phénomène de banditisme qui s'est considérablement étendu à l'échelle pyrénéenne, entre le royaume d'Aragon, en fait, la principauté de Catalogne et les deux comtés nord-catalans, que l'on appelle le bandolérisme. Voilà, ici vous avez une carte qui représente ces zones frontalières dont je parle. Les travaux de Patrice Poujade ont traité de cette question du point de vue des relations commerciales, plus particulièrement au sein de son ouvrage Le voisin et le migrant, et ceux de Núria Sales sur notamment le travail Als segles de la décadencia, dans la fameuse collection Historia de Catalunya, dirigée par Pierre Villard, éminent historien hispaniste. Finalement, la problématique qui va nous intéresser et que je mène de front dans ce travail de recherche de thèse, c'était finalement quelles étaient les différentes formes de dialogue possibles entre ces différents pouvoirs
Quelles étaient les relations, les liens, les échanges qui se tissaient de part et d'autre de la frontière et dans quel but ces relations, ces liens, ces échanges, étaient-ils tissés? Et aussi, quelles relations transfrontalières et transétatiques ces liens, relations ou échanges permettent-ils de mettre en évidence selon la période considérée? Donc tout d'abord, un bref rappel de la situation frontalière, pour ceux qui connaissent ou donc, ceux qui ne connaissent moins, donc un petit rappel. Depuis le traité de Corbeil signé en 1258, les comtés de Roussillon et de Cerdagne constituent une zone frontière entre le royaume d'Aragon, ensuite intégré à la monarchie hispanique, avec le mariage d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon en 1469. À ce moment-là, le roi d'Aragon, Jacques Ier, a dû donner au roi de France, Louis IX, certains de ses territoires se situant au nord des comtés de Roussillon et de Cerdagne, et notamment le Fenouillède, qui était à l'époque une vicomté, le Pérapertuzès, ou le pays de Pérapertuse, si vous voulez, qui était lui-même intégré à la vicomté de Fenouillède, ainsi que le Razès, qui est une région comprise entre Mirepoix et Limoux et jusqu'à Rennes-le-Château, et le Sabartès, qui correspond à la vallée de la Haute-Ariège autour d'Ax-les-Thermes. La situation est toujours la même pour la période que j'étudie et qui s'étend de la deuxième moitié du XVIe siècle à la première moitié du XVIIe siècle, donc c'est bien la même frontière que l'on a. Cependant, à une échelle plus globale, il ne s'agit que de l'extrémité nord-est de la frontière franco-hispanique, car il n'est pas sans rappeler que cette frontière recouvre une superficie bien supérieure et couvre un ensemble de territoires bien plus vastes. Vous les avez ici, notamment, ça court jusqu'au royaume de Navarre, sur la côte ouest, avec notamment le pays de Béarn. Ces territoires frontaliers sont donc bien les comtés de Roussillon et de Cerdagne qui m'intéressent, immédiatement frontaliers de la province de Languedoc, plus précisément le Bas-Languedoc qui est situé entre les Corbières et Montpellier, qui constitue la frange méridionale. On a aussi le Donezan, qui est un territoire souverain dirigé par un gouverneur capitaine de château et qui est lui-même rattaché à l'autorité des comtes de Foix, qui sont à cette époque, XVIe siècle, rois de Navarre, et qui appartiennent à la maison de Foix-Albret. Et du comté de Foix, donc, ce comté est, au cours de la période que j'étudie, d'à peu près 80 ans, d'abord un territoire souverain. Il dispose de ses propres États, de ses privilèges, et est rattaché à l'autorité de la même maison, les Foix-Albret, rois de Navarre, et qui dirigent leurs États depuis 2 chambres des comptes. L'une établie à Nérac, qui est l'un des territoires les plus septentrionaux du domaine royal de Navarre, et l'autre à Pau, qui a pour rôle, comme pour la première, de contrôler les officiers responsables des deniers du prince et l'argent de la couronne, en fait, et de recevoir les actes de foi et dommage. Et ça, c'est important à cette époque, parce qu'on est dans une période qui, finalement, est toujours une continuation de cette féodalité qui court depuis le Moyen-Âge, en fait. Et cette dernière chambre, celle de Pau, prend en charge plus spécifiquement le ressort de la Basse-Navarre, du Béarn, de la Bigorre, de Marsan, ou encore celui du pays de Foix. Au-delà des comtés de Roussillon et de Cerdagne, la frontière du côté hispanique, elle, se compose des territoires qui ressortent directement du Principat de Catalogne, la principauté de Catalogne, avec notamment le Pallars, qui est aussi une région frontière, et qui est souvent une zone également très mal contrôlée, ainsi que du royaume d'Aragon. Quant à la nature de la frontière elle-même, il convient de la définir plus comme une zone de contact de part et d'autre des Pyrénées que comme une frontière infranchissable, et ce malgré la volonté des pouvoirs souverains, notamment hispaniques, d'en faire le bastion de leur monarchie face aux hérétiques, ce que mettent en évidence donc les guerres de religion, ou plus simplement l'autre, c'est-à-dire le français. Voilà. On n'aime pas trop le français, ça dépend des périodes. Et quand bien même ces pouvoirs veulent clairement départager leurs zones de pouvoir respectives, par l'établissement d'une frontière claire, politique et religieuse, avec notamment l'action de l'Inquisition qui est mine de rien très active, et notamment sous Philippe II qui va lui redonner un petit coup de force, cela n'empêche pas des liens entre les pouvoirs souverains, notamment au cours des guerres de religion, lorsque Philippe II d'Espagne soutient la cause des catholiques du royaume de France, fédérés autour du parti de la maison de Guise. Eux, ils sont plutôt au nord-est du royaume de France, ils ont aussi bien sûr leur assise au niveau de la capitale, Paris, et qui ont des soutiens dans la partie méridionale du royaume de France. Je parle bien sûr de la maison de Joyeuse, qui eux ont leur fief, si on peut dire, bien possessionné autour de Toulouse, Limoux, Narbonne. Ça forme une sorte de ligne continue. En 1572,
L'événement sanglant de la Saint-Barthélemy, qui ne se produit pas d'ailleurs qu'à Paris, puisqu'il se produit également dans d'autres provinces du royaume, avec par exemple un massacre qui est mentionné à Toulouse dans le Languedoc, le 4 octobre 1572. Et tout ce massacre de la Saint-Barthélemy voit l'élimination de milliers de protestants, donc environ 10 000 à l'échelle du royaume de France. Donc il n'y a pas que les chefs qui étaient concentrés à Paris qui sont éliminés. Bien, cet événement, il a des échos jusque dans les comtés de Roussillon et de Cerdagne, et dont les autorités locales, à Perpignan, s'empressent de célébrer, dans l'allégresse et la ferveur religieuse de la contre-réforme catholique, cet événement grandiose pour les catholiques de l'époque. C'est ainsi qu'il est possible de lire dans les registres de la paroisse Saint-Jean de Perpignan les mots suivants. Hop. Ont été assemblés quelques clercs, prêtres, évêques et chanoines pour la victoire obtenue par le roi de France contre les Huguenots, c'est-à-dire les protestants de son saint royaume, et que sonnent les 4 paroisses de la ville de Perpignan. Donc là, on voit à quel point ce massacre de la Saint-Barthélemy est important pour les Espagnols, notamment les élites de Perpignan, qui finalement ne sont pas très loin de cette frontière. Et donc les 4 paroisses donc, symbolisent, fêtent cette victoire du roi de France contre les protestants du royaume. Cette citation contemporaine des événements souligne ainsi la complicité qu'ont pu entretenir les pouvoirs souverains de part et d'autre de la frontière, hispanique et français, lorsqu'il s'agissait de combattre un ennemi commun, à savoir le Huguenot. Donc là, il est clairement désigné. Dans le même temps, elle rappelle aussi le paradoxe de cette frontière puisqu'il s'agit de faire front à l'autre, de l'empêcher de passer. La frontière des XVIe et XVIIe siècles alterne donc entre des phases de fermeture extrême ainsi que des phases d'assouplissement des conditions de passage. Malgré tout, des historiens tels que Patrice Poujade ou encore Joan Peïta-Vidéchon ont mis en évidence l'établissement d'une véritable communauté linguistique dans les Pyrénées, due à la présence de 2 langues romanes, que sont l'occitan et le catalan, avec des parlers qui diffèrent selon les territoires. C'est-à-dire qu'on a des variantes selon que l'on se situe immédiatement à la frontière ou non. Donc on a par exemple des territoires qui font véritablement l'office de territoire tampon, de transition linguistique, si on peut dire, entre le catalan et l'occitan. Par exemple, le donezan. Le donezanais, c'est quelque part, j'ai pas envie de froisser des personnes, mais un mélange entre le catalan et l'occitan. D'autre part, comme nous le verrons, les liens de part et d'autre de la frontière étaient bien réels, notamment ceux qui concernent les mobilités, ainsi que les échanges marchands, et ceux y compris en période de conflit. Donc le plan de mon exposé pour ce soir va consister en 2 parties. Tout d'abord, une première partie à tenir la frontière, des fortifications au rôle de la noblesse de frontière entre loyauté et contestation. Cette noblesse de frontière souvent récalcitrante, bien qu'elle soit à de hautes charges dans l'administration militaire des comtés de Roussillon et de Cerdagne. Et dans une deuxième partie, on va aborder des liens et des échanges transfrontaliers en mettant l'accent sur les contacts familiaux transfrontaliers et une insécurité qui est tout de même assez chronique à la frontière. Alors, première partie, tenir la frontière des fortifications au rôle de la noblesse de frontière, entre loyauté et contestation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tenir la frontière, la défendre durant la période que j'ai choisi d'étudier, c'est avant tout une priorité des pouvoirs souverains. C'est pour eux que c'est important de tenir cette zone frontière. Car cette frontière fixe, à un moment donné, leur pouvoir dans un espace. Celui-ci s'inscrit d'abord d'un point de vue matériel, puisqu'il donne à voir sur un territoire donné, et en l'occurrence celui de la marge méridionale du royaume, un ensemble de fortifications, de forteresses et de châteaux, et qui ont pour fonction de symboliser son pouvoir, de manière plus ou moins directe. Ces sites fortifiés, véritables vaisseaux de pierre pour certains, jouent en fait davantage un rôle de site de surveillance que de véritables forteresses imprenables. Parce que si on veut, avec une armée déterminée, prendre ces forteresses royales, eh bien on arrive. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé à Peyre-Pertuse en 1573, lorsque de nuit, des Huguenots attaquent le château de Peyre-Pertuse et passent la garnison catholique au fil de l'épée. Et après, les catholiques eux-mêmes reprennent la forteresse royale et ainsi de suite. Sur une ligne frontière, une frontière militaire donc se fixe et a clairement pour ambition de démarquer sur un morceau de territoire la limite respective entre 2 grandes puissances, celle de la couronne d'Aragon et celle du royaume de France. Cela étant,
Ces vaisseaux de pierre, ces fortifications royales ne sont rien sans la fidélité qui unit la monarchie, qu'elle soit hispanique ou française, avec des membres de la noblesse locale. C'est ainsi que les forteresses royales ont un rôle tout aussi important que celui des châteaux seigneuriaux, dans le cadre de la structuration d'un véritable réseau défensif frontalier. Enfin, il ne faut pas non plus oublier que d'autres sites de défense, parfois datant du Moyen-Âge, ou mis en défense à l'époque moderne, renforcés à ce moment-là, remplaçant là le rôle anciennement dévolu aux forteresses royales, parsèment eux aussi la zone frontalière franco-hispanique entre Fenouillèdes, Roussillon, Aspres, Conflans et Cerdagne. On n'a pas de mention du Cap-Cyr pour ces cas-là. Hop, petite carte pour visualiser. Oui, c'est bon. Donc voilà, des forteresses royales qui sont au contact de la zone frontière et d'autres sites qui ne sont pas royaux, mais qui permettent eux aussi de couvrir la défense de cette zone frontière. Eh bien, mine de rien, on a besoin de leur appui pour la défendre. Donc tout d'abord, je reviens un peu du coup en arrière. Hop. La mise en place d'un réseau défensif frontalier entre forteresses royales et sites de défense privés 13e, 17e siècle. Donc là, je vais évoquer un petit peu, entrer dans le détail de ces points de défense royaux. Oui. Donc tout d'abord, mettre en défense la zone frontière, une situation héritée du Moyen-Âge, donc ça ne date pas que de l'époque moderne. Donc depuis le Moyen-Âge, en 1258, on en a parlé, la frontière entre la couronne d'Aragon et le royaume de France est une frontière imposée de manière diplomatique, mais qui se caractérise aussi comme étant une frontière ligne, une frontière militaire matérialisée par des bornes frontières, ainsi que par la reprise en main de châteaux féodaux qui deviennent de plus en plus des forteresses royales. D'ailleurs, le cas le plus criant se trouve du côté français, puisque le pouvoir royal annexe des territoires tels que le Fenouillèdes, le Peyrat-Perthusès, et sur lequel étaient implantées d'anciennes familles seigneuriales, anciennement vassales d'autres pouvoirs féodaux catalans, entre guillemets, notamment celui des comtes de Bessalou, et qui pouvaient aussi être liés à l'autorité des vicomtes de Narbonne au cours du XIIe siècle. Il s'agit par exemple de l'ancienne vicomté de Fenouillèdes, qui incluait donc, je l'ai dit, le Peyrat-Perthusès, et qui tenait le centre de son pouvoir au sein du château de Fenouillet, et qui est supprimée, cette vicomté, au profit de l'établissement d'une viguerie par les Français, qui a pour but de représenter les intérêts du nouveau pouvoir royal sur place. Par ailleurs, les châteaux féodaux, dont certains portent le nom de familles illustres de la noblesse catalane, tels que celui de Peyrat-Perthuzin, sont désormais commandés par des capitaines-gouverneurs dès le Moyen-Âge, qui ont pour mission de pourvoir à leur défense en commandant une garnison d'hommes d'armes. L'effectif de ces garnisons varie selon les périodes. Et leur mission est de s'occuper de leur entretien ainsi que de surveiller le passage de la frontière du côté français. Mais ce sera la même chose du côté hispanique également. Et peu importe la période, ce rôle des capitaines-gouverneurs sera toujours le même. Ces anciens châteaux ne sont pas tombés du jour au lendemain, dans les mains françaises d'ailleurs, mais à l'issue d'un processus de conquête au cours duquel le pouvoir royal français repousse les limites de son territoire. Déjà, Lucien Bayrou rapporte la vente du château de Peyre-Perthuse par Nuno Sanche, comte de Roussillon et de Cerdagne, au roi de France Louis IX en 1238. La vente reste théorique jusqu'à la révolte des Méridionaux, conduite par Raymond Trencavel au cours de l'été 1240. Carcassonne est assiégée le 17 septembre de la même année et débloquée le 11 octobre par Jean de Beaumont, qui progresse ensuite jusque dans les Corbières et obtient la reddition de Peyre-Perthuse le 16 novembre 1240. Plus tard, dans les années 1250-1251, sont attestés des travaux par la documentation étudiée par Bayrou. La période postérieure au traité de Corbeil confirme l'importance stratégique des châteaux royaux qui, selon Bayrou, commandent l'entrée du royaume de France et couvrent à distance la cité de Carcassonne, à savoir les 5 forteresses, qu'on appelle aussi les 5 fils de Carcassonne, les forteresses de Peyre-Perthuse, puis Lorens, Quérillus, Termes et Aguilar. À côté de ces forteresses royales des deux côtés de la frontière, s'ajoutent également des châteaux privés, qui est une expression là aussi empruntée à Lucien Bayrou, et qui ont pour objectif, selon lui-même, de compléter la ligne des fortifications royales de la frontière. Les familles seigneuriales qui se trouvent à leur tête y sont implantées depuis plus ou moins longtemps. Parmi ces châteaux privés, notamment,
Un château a retenu mon attention, celui de Mosset, car il tient un rôle de premier ordre pour défendre les comtés face aux incursions françaises. Ce château, il est d'abord tenu par la famille de Mosset à la fin du XIVe siècle, qui résiste à ce moment-là, en pleine guerre de Cent Ans, à la bande du comte Bernard d'Armagnac, surnommé le bâtard d'Armagnac, en 1390. Est ensuite ce château une possession de la famille de Santa Pau, en 1374, et qui acquiert aussi la baronnie de Castellfollit dans le Principat. Puis, au début du XVe siècle, un certain Jordi de Queralt, et le nom n'est pas anodin parce qu'au XVIe siècle, famille de Queralt et famille de Cruys et de Santa Pau vont être ennemis jurés. Ce Jordi de Queralt est d'après Ruffiandis, un historien local, cité dans les documents comme seigneur de Mosset, et ce dernier n'ayant pas d'héritier direct, eh bien la baronnie revient à Béatrix de Santa Pau, née de l'union entre sa sœur Éléonore et Bernard de Saint-Aïeus. Leur fille Damienne, toujours selon Ruffiandis, devient la femme de Hugues Adhémar de Santa Pau, et dont l'héritière Béatrix de Santa Pau apporta la baronnie en dos à Bernard Garot de Cruys, avec qui elle s'unit le 3 mai 1446. Et donc là, on a finalement cette consolidation entre d'une part la famille de Cruys et d'autre part la famille de Santa Pau. Bien sûr, le château de Mosset n'est pas le seul château des comtés de Roussillon de Cerdagne à défendre la frontière. À titre d'exemple, l'historienne médiéviste Margot Coste, qui prépare une thèse sur les frontières des comtés de Roussillon et de Cerdagne et les pratiques transfrontalières observées au nord des comtés du XIIIe siècle au milieu du XVe siècle, cite en conflant le château de Paracois, édifié près de Molich, le château de Molich, le château d'Aus, le château de Rodez, le château de Bénévent, sur le village abandonné de Cazeneuve près d'Ille-sur-Tête, dans les années 1640. Et enfin, on a d'autres châteaux qui sont à rajouter à cette liste, tels que ceux de Belle-Puitch. Donc le territoire de Prunette et Belle-Puitch, d'ailleurs, ainsi dénommé aujourd'hui avec le regroupement des deux hameaux, dépendait à la base de la vicomté puis de la baronnie de Castelnou au XVIe siècle. Sa position était centrale et permettait le passage du Conflent au Val-Espire. On avait également le château de Conat, qui était lui-même au centre d'une baronnie, qui fait l'objet d'une âpre dispute entre deux familles de la noblesse locale au XVIe siècle. Tout ça pour une question d'accès à des forêts, en fait. Celui d'Évol, avec la construction d'une bastide sur la commune d'Aulette par Guillaume de Sceaux, vicomte d'Évol, qui a aussi un château du côté de l'Ariège actuellement, qui était le château du Son, enfin, le château de Son à l'origine, au cours du XIVe siècle, afin d'être au centre de ces terres seigneuriales à cette époque. Ou encore celui de Formiguère, au cours du XVe siècle, avec le chevalier Damien d'Esqueillard, qui s'illustre pour la cause aragonaise face à Louis XI, qui occupe alors les comtés de Roussillon et de Cerdagne à ce moment-là. Et il obtient en dot la seigneurie de Formiguère, grâce à son union avec Jeanne d'Ortafa, en plus de ses droits sur la châtellenie de Yvia, en Cerdagne, qu'avait obtenu son père Ponce de Descaillard, après avoir acheté la propriété à Bernard de Sceaux. C'était une châtellenie royale. Donc on peut le constater, le phénomène de mise en défense de la frontière des comtés de Roussillon et de Cerdagne n'arrive pas d'un seul coup lors des événements qui se produisent à partir du XVIe siècle. En effet, cette période voit progressivement se structurer cette mise en défense par le biais de la matérialisation d'une frontière qui s'effectue de manière progressive au gré des conflits entre Français et Aragonais, mais aussi des conséquences du brigandage mené sur les marges de ces deux royaumes, compagnies de routiers, de pillards au Moyen-Âge, puis des bandoules au XVIe siècle. En fait, les bandoules, il est très probable qu'ils tirent leurs origines de ces compagnies de routiers et des guerres privées qui se livrent dès la fin du XIVe siècle, ainsi que des premières guerres et disputes privées, dont je viens de parler, avec la naissance du phénomène du bandoulérisme et des rivalités pour l'obtention de postes importants au sein de l'administration royale des comtés. Il faut bien se figurer une chose, c'est que les familles de la noblesse locale à cette époque, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, se disputent toujours pour obtenir les postes les plus avantageux dans l'administration royale, militaire et politique. C'est une manière pour eux de pouvoir, quelque part, négocier avec l'autorité monarchique et aussi attirer l'attention sur eux. Petit b, consolider le système défensif frontalier au XVIe siècle, dans un contexte de défense des intérêts privés et de l'honneur familial. Donc, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la frontière apparaît également comme une zone à mettre en défense, que ce soit du point de vue français qu'hispanique. C'est ainsi qu'il est déjà possible de remarquer dans des sources de la première moitié du XVIe siècle
et la préoccupation par les autorités du Principat de leur situation frontalière. Un document envoyé en 1547 au prince Philippe de Habsbourg, le futur Philippe II, en est tout à fait révélateur. Donc la Catalogne est autant une frontière par terre que par mer, et elle seule est le boulevard de toute l'Espagne. Aussi, par aucune autre partie, les ennemis ne peuvent l'offenser, parce que les Pyrénées et les neiges la défendent. Bon, ça c'est un doux rêve. Seulement par le Roussillon peuvent entrer à pied en hiver comme en été, avec une armée, et peuvent être secourus par mer et par terre. Donc eux, ils imaginent, les autorités monarchiques, que voilà, la neige défend les zones montagneuses des comtés de Roussillon et de Cerdagne, et que donc ils ne peuvent entrer, les ennemis, que par la plaine du Roussillon. Mais en fait, on s'aperçoit que non. Pour certains contemporains, donc, le Roussillon apparaît de par sa situation comme le seul territoire véritablement vulnérable. Cependant, l'on sait aujourd'hui, et d'autres contemporains en avaient aussi conscience, que les Pyrénées et la neige n'ont jamais gêné d'éventuelles incursions frontalières ou endigué le phénomène du banditisme dont nous reparlerons, puisque les bandoulettes faisaient des centaines de kilomètres. Au milieu du XVIe siècle, pour certains cas, ce sont les châteaux féodaux de la frontière qui ont, semble-t-il, le plus de mal à s'adapter au progrès de la guerre de siège et qui suivent eux aussi celui des armes. On passe d'un emploi massif des armes blanches et des armes de jet à une utilisation de plus en plus répandue des armes à feu, notamment le pedreñal, ça qui est une sorte d'arquebuse courte, facilement dissimulable sous une cape, dont étaient friands les bandoulettes d'ailleurs, mais aussi les canons, notamment les coulevrines, et les mousquets, les hallebardes ou encore les lances. Ce manque de moyens de protection des châteaux privés était-il dû à un réel manque de moyens financiers de cette noblesse de la frontière? C'est la question que je me pose. Le doute peut en être permis, mais quelque part, également, le fait qu'un noble soit endetté, c'est aussi une source de prestige. Mais on sait également que la frontière des comtés de Roussillon et de Cerdagne était composée de nombreux petits seigneurs qui vivaient de razzia, qui était un moyen pour eux de survivre. Donc il s'agissait quelquefois, ces petits nobles, de bâtards, donc de nobles, issus d'une naissance qui était illégitime de la part de nobles et d'une autre dame, et également de cadets de famille, qu'on appelle les publis en catalan, qui eux aussi venaient de la petite ou de la moyenne noblesse de la frontière. D'autres se rattachaient à de grandes familles des comtés de Roussillon et de Cerdagne, telles que la famille de Iupia, qui avait d'ailleurs ensuite plusieurs branches, mais ne bénéficiait peut-être pas des meilleures possessions. En effet, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, l'importance d'une famille noble comprenait aussi la richesse qui ne se définissait non en numéraire, essentiellement, mais aussi en patrimoine foncier, transmis de génération en génération. C'est ainsi que parmi les importantes familles roussillonnaises qui ont compté au XVIe siècle, la famille de Iupia peut être citée car celle-ci possède le titre de baron et fait ainsi partie du groupe très restreint de familles auxquelles le droit public de l'époque reconnaît un rang supérieur dans la société. Ces nobles bénéficient alors d'une relative autonomie en exerçant une juridiction seigneuriale dans les camps judiciaires, militaires, administratifs et fiscaux. Leur puissance est aussi source de conflits, puisque celle-ci vient se confronter à celle d'autres familles nobles, notamment ce qui concerne le contrôle du territoire de l'ancienne vicomté de Castelnau, dont vous avez le château, voilà, ici en photographie. On voit très bien d'ailleurs que c'est un château qui a subi là une phase de rénovation au XIXe siècle par des riches familles locales qui en ont fait une résidence, mais les sources archéologiques démontrent que de toute manière, il ne semble pas qu'au XVIe siècle, le château de Castelnau était en position de résister à un assaut, en tout cas déterminé, avec l'emploi massif d'armes à feu et de canons. De toute manière, le siège de 1559, comme je l'ai écrit, eh bien, en fait, dans tous les cas, ceux qui étaient assiégés à Castelnau n'avaient aucune chance de résister à l'artillerie royale, puisque l'artillerie royale était positionnée depuis un promontoire rocheux qui est le roc de Majorque. Et donc de là, les troupes royales pouvaient, à tout leur aise, pilonner les adversaires en contrebas. Donc dans tous les cas, même si le château avait été un peu plus adapté aux armes de l'époque, ils n'étaient pas en position de force. Donc voilà pour la famille de Iupia, donc une dispute au niveau de l'ancienne vicomté de Castelnau. Et dans ce contexte de guerre privée sont mentionnés dans les sources ainsi que dans la bibliographie les noms des familles de Villanova, de Cruys encore eux, ou encore de Banyuls.
D'après un ouvrage dirigé par Joseph Fernandel Trabal et dédié à l'histoire de la famille de Iupia, publié en 2006, l'analyse de l'historien Michael Pérez Latre montre que durant cette période, le XVIe siècle, être au service du roi n'avait rien d'incompatible avec la défense en outrance des intérêts de l'honneur de sa famille. Donc, en gros, des actes de brigandage, des guerres privées pour aller piller les terres du seigneur voisin. C'est ce que démontre le cas du célèbre bandoulé Pero de Iupia I de Iupia, ce dernier s'étant rendu célèbre en dirigeant une troupe de mercenaires bandoulés et en ayant commis de nombre de méfaits sanglants. Il semblerait, d'après l'analyse de Michael Pérez, qu'il existait un point de convergence entre les nécessités militaires de la couronne et les intérêts de la noblesse afin de pouvoir l'encadrer et de bénéficier de son expérience militaire. Donc ce Pero de Iupia, on va le voir ensuite, il va être pardonné par la couronne, la monarchie hispanique, vu que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup bataillé, de par sa carrière de bandoulès. On a besoin de son expérience sur le terrain pour aller ensuite combattre les Huguenots. Il meurt lors du siège de Montpellier en 1562, sous les ordres du duc de Joyeuse. Bien, alors, on va un petit peu accélérer. On va passer à une autre partie. Oui. Qui est un petit peu de voir, voilà, comment se structure cette défense de la zone frontière. Plus lentement, s'il vous plaît. Oui. Merci. Alors, notamment avec les lieux de culte fortifiés, qui sont peu mentionnés finalement dans la bibliographie. Donc, quels sont ces lieux de culte fortifiés qui font partie des autres points de défense religieux et collectifs dans les comtés de Roussillon et de Cerdagne? Eh bien, dans les Aspres, on peut mentionner déjà le prieuré de Cérabonne, que vous avez ici, dont les origines remontent à la fin du XIe siècle, dans l'élan de la réforme grégorienne, qui est une réforme de l'Église dont l'objectif est de distinguer le religieux du politique, mais qui entraîne aussi son lot de conflits, puisque de puissants laïcs, comtes ou vicomtes, veulent fonder leur collégiale, et c'est le cas de Cérabonne, tout près de leur lieu de pouvoir. L'église est à Cérabonne notamment dominée par une tour-clocher massive, qu'on appelle aussi un mur-clocher, qui est, on le voit, donc doté de meurtrières plutôt étroites, et mine de rien, il y en a assez peu. Et là c'est une hypothèse, donc, une hypothétique bouche à feu, en tout cas trou qui permettait l'emploi d'une arme à feu. Alors est-ce qu'il s'agissait d'une canonnière? Je n'en suis pas du tout sûr, parce qu'on a l'exemple de canonnières de ce type qui étaient employées notamment dans les défenses collectives de la cité de Metz, donc dans l'est de la France. Mais dans tous les cas, en 1592, ce que l'on sait, c'est que le prieuré est sécularisé, donc il n'appartient plus à un ordre religieux. Mais il est cédé ensuite au diocèse de Solsona par Philippe II. On sait aussi qu'il y a une petite garnison de soldats qui y est déployée. Donc, est-ce que cette garnison se servait de cet orifice, voilà, pour repousser d'éventuels assaillants? Je ne sais pas pour l'instant, en tout cas je suis en état d'hypothèse, mais c'est une question que je me pose. On sait également que vers 1580, les Huguenots venus du comté de Foix attaquent Boule-Ternaire et la même année pillent Domanova et manquent de s'emparer de Vinça en 1592. Donc la menace sur le bas-conflant et les Aspres par lesquels on entre par Boule-Ternaire est donc réelle. Qui plus est, un chemin permet de relier Rodez, qui est une place forte frontalière à cette époque, à Cérabonne. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1565 également, le prieuré est occupé par un moine et sacristain du nom de Francisco Fina, et qui vend une pièce de terrain culte à un habitant de Boule-Ternaire. Donc, on ne sait pas encore très clairement qui sont les occupants du prieuré, voilà, dans cette fin du XVIe siècle, mais on voit que le contexte d'insécurité dans cette zone frontalière doit clairement expliquer qu'il y a la présence de soldats dans le prieuré, et donc la fortification de ce prieuré-là également, voire même un renforcement de la militarisation de ce prieuré. Enfin, autre exemple donc, de militarisation de lieux de culte dans la zone frontière, on a l'église de Sainte-Marie de Corbiac, près de Mosset,
dont la fondation est de style roman et qui sert de nécropole, donc de grand tombeau d'une famille seigneuriale à la famille de Cruys et de Santa Pau, qui sont seigneurs de Mosset, au XVIe siècle. Cette église devient monastère pour l'ordre des Trinitaires de la province d'Aragon en 1575. En 1576, d'après Bayrou, on relève la somme de 204 ducats d'or pour entourer le monastère de Corbiac de forts murs et fortifications pour se défendre des incursions des bandes huguenotes qui dévastent la région. Cependant, comme pour le prieuré de Serrabonne, le monastère périclite, car il n'y a plus de frères qui l'occupent, en 1608. Et le 2 juillet 1610, seuls 2 religieux de l'ordre de Saint-Augustin l'occupent. Autre exemple également intéressant est là de défense collective, la tour de Navarre à Los Mazos, dans le Conflent, près de Prades. Donc, dans le Conflent, près de Prades, sur le Veïnat, c'est-à-dire le petit hameau de Los Mazos, en 1561, un nommé Jean Navarre obtient la permission de la part du procureur royal des comtés de Roussillon de Cerdagne de faire construire une tour avec meurtrière qui sert à la population locale à se défendre de ces fameux huguenots. Donc il est mentionné, le 7e jour du mois de mai 1561, le magnifique Gabriel Villars, donc là c'est un texte en latin, hein, donc je vous fais l'économie du latin, lieutenant général dans l'office de loi et de féodalité, Jean de Navarre, du lieu de Los Mazos, possède et veut faire construire et de nouveau édifier une tour qui est en hauteur et qu'il souhaite fortifier face aux Huguenots. Donc là, on voit bien que les défenses de la frontière, d'un point de vue collectif, ne se résument pas qu'à la défense des communautés, comme Vinça par exemple, qui possède une très belle fortification, ou encore Prades, qui avait aussi des enceintes qui permettaient à la population de se protéger à l'intérieur de la ville, hein, et bien de se protéger. Et bien on a ici l'exemple de lieux qui sont plus disséminés, plus à l'écart, qui permettaient aussi à la population locale, peut-être lorsqu'elle était en cheminement lors d'une procession, lors d'un pèlerinage, peut-être pour le cas du prieuré de Serrabonne, ou lorsqu'ils se trouvaient à travailler dans les champs, vite il fallait qu'ils rentrent se mettre à l'abri, alors qu'ils étaient dans le champ en train de travailler, et qu'il y avait les huguenots qui arrivaient, et bien il fallait qu'ils aient un lieu de repli. Donc peut-être que ça explique aussi la construction de la tour de Navarre. On va en venir à un deuxième point. Donc des contacts familiaux transfrontaliers et une insécurité chronique à la frontière. Donc tout d'abord, des liens de famille et des intérêts seigneuriaux établis de part et d'autre de la frontière, avec, en petit a, des liens de famille entre 2 seigneurs languedociens et un seigneur catalan au début du XVIIe siècle. Donc là, je vous ai mentionné, je vais en parler ensuite, les noms des principaux protagonistes de ces liens de famille que je vais évoquer ici. Donc on a des liens qui sont intéressants et qui unissent une certaine famille de Cartella qui est originaire du Principat de Catalogne à la famille d'Huivier, donc dans le Fenouillède, et de Joyeuse, donc les fameux de Joyeuse dans le bas Languedoc. Ces liens de famille, apparemment, donc, ils seraient cousins germains du côté de la mère et économiques. Donc on va élire, l'objet du contrat qu'on va ensuite voir, et d'élire des procurateurs pour représenter les intérêts d'un certain Alexandre de Cartella, baron de Falgons et seigneur de Granollers dans le diocèse de Gérone, afin de percevoir toute donation, cession ou somme quelconque de la part de François, cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen et abbé de la Grâce, par l'établissement donc d'une procuration. Que nous dit l'acte en lui-même? Petite lecture. C'était un texte qui à l'origine était en latin, donc j'en ai fait la traduction. Au nom du Seigneur, Amen. Donc on est vraiment dans quelque chose de très religieux à cette époque. Hein. C'est un instrument public, donc c'est un instrument qui est notarié, fait par notaire. Donc, par cet instrument public, les circonstances entendues et sont claires pour que moi, noble Alexandre de Cartella, chevalier d'Espagne, donc ça c'est un titre honorifique, baron de Falgons, seigneur du lieu de Granollers, dans le diocèse de Gérone, dans le dit château de Falgons, d'après mes connaissances certaines de toutes les meilleures manières, formes, droits et causes pour lesquelles il apparaît qu'il devrait y avoir un autre procurateur, donc ça c'est quelque chose qui est propre au langage juridique de l'époque, donc des fois c'est un petit peu complexe à saisir, beaucoup de formules un peu pompeuses.
Procurateur représentant mes intérêts, je fais et j'ordonne à mon procurateur, facteur et négociateur, ou peut-être marchand, là il y a un doute, de ne pas déroger au présent contrat. Et contre vous, le noble Jean du Vivier, fils du noble Henri Montserrat du Vivier, Montserrat, un nom intéressant, seigneur du lieu du Vivier, dans la province de Languedoc, royaume de France, et mon cousin Germain, et le magnifique docteur Paul Catel, de la ville de Toulouse, dans le royaume de France, qui avait la permission d'être absent. Et ils sont venus, tous deux obligés. C'est ainsi que, par rapport à ceux qui précèdent, les circonstances ont rendu préférable de ne pas dégrader la situation, et par rapport à ce qui suit, pour être sûr que pour moi, certaines donations, cessions et sommes quelconques, qui me seront faites et confirmées par l'illustrissime et excellentissime seigneur Henri, duc de Joyeuse, le duc de Joyeuse, cardinal François, archevêque de Rouen et abbé de Sainte-Marie de la Grâce, mon cousin Germain. Bon, là, il y a une petite erreur. En fait, il y a eu la mention qui a été rayée au niveau de Henri. C'est une donation de la part de François, archevêque de Rouen, qui est aussi duc de Joyeuse. Ils sont tous ducs de Joyeuse dans cette famille. Et bien, donc là, voilà, on a l'établissement d'un contrat notarié par lequel ce seigneur languedocien souhaite donner des sous, on peut le dire, à Alexandre Cartella, qui est du Principat de Catalogne. Et donc là, on a bien un établissement de liens de famille, et aussi économique, de part et d'autre de la frontière. Donc c'est intéressant parce qu'on voit à quel point certaines familles catalanes et certaines familles languedociennes peuvent être unies par des liens du sang. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu accès à des actes qui prouvent vraiment ces liens du sang, en tout cas, cette certitude qu'ils soient vraiment cousins germains. Peut-être qu'ils sont plutôt clients, ou en tout cas d'une parenté, on va dire, un petit peu mentale, puisque, de toute façon, comme on l'a vu, les deux Joyeuses, mais aussi les Duvivier étaient actifs du côté de la Ligue catholique et qui soutenaient des nobles catalans hispaniques de l'autre côté de la frontière contre les Huguenots. Donc peut-être qu'à ce moment-là aussi, face aux troubles huguenots, il y a eu des formes d'alliance entre ces familles-là. Enfin, donc, petit b, passons à l'analyse d'un réseau d'alliances entre seigneurs de la frontière. Núria Sales, qui a étudié le cas du monastère de la Grâce, a indiqué dans son ouvrage Als segles de la Decadencia que même si le monastère de la Grâce n'a pas conservé la totalité des droits qu'il possédait au cours de l'époque médiévale, donc de part et d'autre de la frontière, a tout de même conservé son autorité au XVIe siècle sur les seigneuries de Pézilla, dans le Conflent, Corneilla, pareil, Rivesaltes, Estagel. Donc Estagel, à cette époque, c'est ce qu'on appelle le pas d'Estagel. C'est pareil, une ville qui est frontalière, qui jouxte vraiment le royaume de France avec les comtés de Roussillon et de Cerdagne. Donc c'est une ville tampon, un petit peu comme Sals aussi. Et Prades de Conflent. Les deux Joyeuses sont de puissants seigneurs féodaux qui sont aussi possessionnés dans le pays de Sceaux et dans le diocèse d'Alette, qui est un diocèse transfrontalier qui inclut le Cap-Cyr. Et ils s'illustrent à des carrières de gouverneurs militaires, de lieutenants généraux du roi de France dans le Languedoc. Ils sont concurrents de Montmorency, ils sont ennemis jurés. Ils sont aussi des soutiens de la famille de Guise, on en a parlé déjà. Dès les dernières décennies du XVIe siècle, ils établissent d'excellentes relations avec les conseillers de la ville de Barcelone et se rendent en pèlerinage à Notre-Dame de Montserrat. Et tout à l'heure, le Henri Montserrat, seigneur du Vivier, pareil, c'est une famille qui est habituée à traverser la frontière, à se rendre en pèlerinage elle aussi à Montserrat. Donc sans doute que cette famille aimait tellement ce lieu de pèlerinage que l'un de leurs membres a hérité de ce nom. Donc quant aux Duvivier-Montfort, il s'agit de seigneurs languedociens mais qui possèdent eux aussi une branche du côté hispanique de la frontière, du côté de Cals. Donc c'est les Delvivier et pas les Duvivier, petite différence. Ils sont gouverneurs héréditaires du château de Montfort et de Puylaurens, dernière place forte frontalière royale avant de franchir la frontière du comté de Conflent. Régulièrement, par ailleurs, ils mènent des incursions de l'autre côté de la frontière sur fond de disputes au sujet de territoires comme celui de Vinça et d'autres possessions dans les Fenouillèdes, comme Rabouillet qui dispute à la famille d'Érille Pérapertusa. À ce moment-là, donc, les Pérapertusa ont fait aussi alliance avec lesÉriles qui sont originaires du Payars. Donc on voit à quel point, là aussi, cette zone de frontière met vraiment en contact des familles entre elles. Baron de Joc. Les Duvivier-Montfort unissent leur destinée à de nombreux lignages catalans dont font partie les Cartella, au même titre que les Hortafa et les Oms. Enfin, donc, des seigneurs de la frontière détroussés par de simples bandes de brigands
Alors que des liens de famille et de solidarité, comme on l'a exprimé déjà, sont tissés de part et d'autre de la frontière franco-hispanique, et notamment entre seigneurs de la frontière, rien n'empêche que des actes de cruauté, avec des incursions sous forme de razzia, de civils égorgés, etc., de rançonnage, c'est-à-dire de prise d'otages. Hop, quand on met une incursion, on fait une razzia dans une ville, on prend quelques otages avec soi, ça fait toujours un petit peu d'argent à se faire sur le dos de pauvres personnes, qui sont souvent, en fait, des personnes qui ne sont pas anecdotiques parce que ce sont des bourgeois, en tout cas qui appartiennent à des familles qui ont des postes assez élevés dans les charges municipales, voilà, et qui ont donc les sous de rembourser la rançon. Et de brigandage donc soit commis à son passage, comme le démontre l'affaire d'une certaine Marie de Castets. Donc cette pauvre Marie de Castets, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc c'est l'acte que vous avez ici sur le diapo. Donc, le 4 mars 1555, une lettre de protestation destinée aux conseillers de la ville de Barcelone, signée Marie de Castets, mais est-ce que c'est elle qui a réellement fait l'acte? Je ne sais pas, enfin le doute peut être permis ou pas. En tout cas, elle a signé l'acte. Fait état du vol qu'elle a subi de 2023 ducats, une somme qui est quand même, voilà, qui représente une belle somme, lorsqu'elle s'est retrouvée à passer par la vallée de Carol, par un certain Publien, donc un cadet de famille, noble, Soribus. Ce dernier aurait en effet prétexté que la suppliante en question, au moment des faits, n'aurait pas payé les droits de passage pour l'entrée dans la dite vallée, ainsi que 2 deniers pour les moutons qu'elle devait conduire à Barcelone selon une provision qu'elle avait, donc un acte qui, en gros, lui servait d'acte de passage, de permis de passage de la frontière, et qu'elle a peut-être donné pour passer finalement, parce qu'elle avait peut-être pas ces 2 deniers. Ce qui est intéressant de se demander, c'est qui est cette Marie de Castets? En effet, cette lettre est intéressante parce qu'elle témoigne du brigandage à la frontière, encore une fois, d'autant plus que la vallée de Carol est dotée d'un château royal, hop, que vous avez ici. Bon, aujourd'hui, il est en piteux état. À cette époque, vous imaginez qu'il était un petit peu plus solide déjà, et un peu plus élancé, enfin, un peu plus ambitieux. Bon. Avec 2 tours, ça qui date de la période mallorquine, et ensuite des remparts qui ont été édifiés autour entre les 13e et 14e siècles. Donc, voilà, brigandage à la frontière, avec un château royal dans la vallée de Carol, qui avait pour mission à cette époque de pourvoir à la surveillance de cette route commerciale très fréquentée depuis l'époque médiévale. Mais en réalité, les effectifs militaires sur la frontière sont très dispersés, alors même que la zone frontalière nécessiterait des milliers d'hommes pour être correctement surveillés, à l'échelle globale, et protégés d'éventuelles attaques et incursions dans les années 1540, peu après l'offensive française en Roussillon, qui a mené jusque devant les murs de Perpignan, en 1542, un terrible siège. On parle d'un effectif de 6000 hommes qu'il faudrait employer pour garder correctement cette zone frontière. Bon, pour l'effectif de la garnison du château de Carol, nous ne disposons que des chiffres des effectifs pour l'année 1551. Eh bien, Jordi Bueray, qui est un historien catalan qui a un peu étudié cette question, nous donne le chiffre d'une 12aine d'hommes qui gardent seulement ce château de Carol, cette forteresse royale. Donc autant dire que c'est clairement insuffisant. Et ce sont des chiffres qui sont identiques aussi pour les garnisons de Puy-Valador et de Puy-Cerda. Et voilà, c'est clairement insuffisant pour enrayer, endiguer le passage de bandes armées dans la vallée. Quant au bandoulet en question, le Puy Soribes, ce cadet de famille, qui est-il exactement? Alors là, ça m'a donné du fil à retordre, parce que pour l'identifier, ce n'était pas une mince affaire. Mais selon toute vraisemblance, il semble être un cadet issu d'une famille de la petite noblesse catalane, originaire de Berga, une famille qui est plus au sud, un peu au sud de la Seu d'Urgell. Donc là aussi, on est dans une zone tampon, parce qu'entre la ville de Berga et la Seu d'Urgell, généralement, ces bandes de brigands voilà, vont allègrement du nord vers le sud, et ainsi de suite. Donc pareil, ils quadrillent toute cette zone comme ça. Ils sont originaires de Berga, puisque au XIIIe siècle, on voit que cette famille de Soribus y possédait déjà un mas. Mais à ce moment-là, au cours du Moyen-Âge, il ne s'agissait pas encore d'une famille noble. Mais au XVIe siècle, on voit qu'elle est en cours d'ascension. Celle-ci s'établit à Barcelone, et ça c'est une ville importante quand on veut faire carrière, au cours des années 1540.
En 1535, un Geronis Sorribus est mentionné par l'historienne Maria Adela Fargas Peña Roca comme exerçant une activité de marchand, avec des droits de perception, et devient donzel, c'est-à-dire un petit noble qui n'est pas encore chevalier, mais je pourrais traduire ça comme étant un écuyer. C'est quand même un rang social qui est le tout début de l'ascension dans la noblesse, en fait. Celui-ci est le deuxième né d'un docteur en droit du nom de Balthazar Sorribus. Donc ça, c'est intéressant, le fait qu'il soit docteur en droit, parce que ce papa, il va pouvoir bien placer ses fils. Lui-même fils d'un tisserand de Berga, donc c'est une famille d'origine modeste, d'abord marchand, tisserand, qui ensuite gravit les échelons de l'administration royale, hein, avec ce Balthazar Sorribus qui est docteur en droit, et ainsi de suite. Alors, pour Geronis Sorribus, s'agit-il vraiment donc de ce cadet de famille, puisque c'est le deuxième à avoir l'héritage de la famille de Sorribus, donc le doute en est permis. On sait que le frère de Geronis Sorribus devient chancelier royal. Matthäus Sorribus, qui décède en 1563 au sein de la chancellerie royale de la couronne d'Aragon, établie à Barcelone. Donc là, bon, on est quelques temps après cet acte de brigandage, mais on voit à quel point donc, cette famille Sorribus, même si ce Geronis Sorribus, qui serait donc le public Sorribus, a commis un acte de brigandage, finalement, on va voir que potentiellement, même s'il commet des actes de brigandage, il peut être couvert par un de ses frères qui est chancelier de la couronne d'Aragon établie à Barcelone. Donc en gros, qui le couvrirait. Et d'ailleurs, un autre frère, pour la petite histoire, est également alcaïde depuis Cerda et également de Carol. Donc ce qui semble là aussi, en quelque sorte, le protéger. Étant donné que l'on sait également que le château de Carol servait de refuge à des bandes de brigands. Donc non seulement c'était une châtellenie royale, une forteresse royale, mais dans le même temps servait de refuge à des gens qui un petit peu se moquaient de l'autorité du roi. Enfin, donc, quant à l'identification exacte de la victime, Marie de Castets, là aussi, petit casse-tête, mais celle-ci demeure encore une énigme. Mais toutefois, l'étude de Patrice Poujade sur la société marchande, et plus particulièrement sur le commerce et ses acteurs dans les Pyrénées modernes, au XVIe siècle, a commencé à me livrer des indices que j'ai pu croiser avec une lecture de synthèse de Côte d'archives, référencée dans le fond du chartrier de la famille de Tonnel d'Orgeich, conservé aux archives départementales de l'Ariège. Oui, ce sujet m'amène à quelques déplacements, là aussi, on pourrait dire frontaliers. L'hypothèse est la suivante. Marie de Castets appartient en réalité à la famille de Castet, et pas de Castets, ni de Castets, enfin, avec le Z ou le S, et elle serait mariée à un certain Bernard Emmerich. La famille de Castet, elle aussi dans une sorte d'ascension sociale, parce que c'est une famille pour laquelle est mentionné un certain Jean de Castet, né vers 1528 et mort vers 1562, un marchand, qui est établi à Saint-Paul-de-Jarrat, 9 km au nord de Tarascon, et qui mène une activité commerciale très dynamique et très diversifiée. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Des céréales, du sel, souvent originaire de Cardone, un sel qui est très plébiscité, de la laine, du minerai de fer et des barres de fer. Ça ne plaît pas tout le temps, d'ailleurs, aux autorités royales qui sont pas toujours, pour ce trafic de fer des deux côtés de la frontière, surtout en période de guerre, ou encore de chevaux, ou encore des animaux, ils trafiquent. En outre, ce qui est intéressant, c'est que ce marchand en question achète en 1551 une seigneurie, la seigneurie de Garanou, située au nord-ouest d'Ax-les-Thermes, à environ 10 km. Donc on voit à chaque fois que ça permet d'avancer un petit peu ses pions, d'acheter des seigneuries, des terres. Et qu'en 1595, cette même seigneurie est rachetée par un certain Bernard Emmerich, comme c'est étrange. Marchand de bétail d'Ax et spécialisé dans la contrebande de chevaux espagnols et de bétail en général. D'ailleurs, il y a eu des démêlés avec le gouverneur de la vicomté de Castelbau, au sujet de ce trafic de chevaux espagnols, qui là aussi n'est pas toujours bien vu des autorités royales. En outre, ce même Bernard Emmerich semble acheter la seigneurie d'Orlou en 1573, qui dispose d'une très belle forêt qui permet d'alimenter en bois les forges situées à proximité, notamment à Orgeich, qui est vraiment une seigneurie qui est à côté. Vraiment, c'est une seigneurie voisine. Cette seigneurie fait également partie du consulat, seigneurie d'Orlou, composée de 10 communautés et dont Ax est le centre économique. En dernier lieu, ce qui semble confirmer l'hypothèse que cette Marie de Castet
est sans doute marié à Bernard Emmerich, et le fait que Patrice Poujade mentionne la contraction du nom de famille Emmerich en Méric, lorsque ce dernier évoque l'activité marchande de Jean-François Emmerich, lui aussi marchand d'axe, et qui descend de la même famille au XVIIe siècle. D'ailleurs, voilà, on le retrouve ce nom de Méric dans l'acte que l'on a ici, que voilà, j'avais relevé aux archives départementales de l'Ariège, cette histoire de l'attaque de Marie de Castette. À un moment donné, elle parle de « Mon mari, le seigneur Méric ». Donc là, je pense que c'est cette piste-là. Ce fameux marchand originaire d'Aix, et qui ensuite acquiert progressivement des seigneuries, là aussi frontalières. On le voit donc, on a la piste d'une endogamie, c'est-à-dire un mariage selon le rang social, la profession, qui semble se dégager entre deux familles de marchands qui consolident vraiment leur pouvoir, qui ont soif d'ascension sociale, ou en tout cas d'asseoir leurs revenus par l'achat de terres seigneuriales, qui constituent d'ailleurs cette terre seigneuriale, durant cette période, un capital économique non négligeable. De plus, ce qui semble surprenant, c'est que l'acte en lui-même, qui a été établi par la femme d'un bourgeois aisé, issu du monde marchand ou d'un petit seigneur de la frontière, et qui a une assez bonne connaissance des rouages administratifs et judiciaires inhérentes, non seulement à la profession de marchand, puisqu'on s'adresse aux conseillers de la ville de Barcelone, qui sont la plupart du temps des marchands aisés, mais aussi des institutions judiciaires de la couronne d'Aragon, notamment la vice-royauté d'Aragon. Une autre question peut aussi se poser. L'acte met finalement en évidence deux familles que la frontière sépare, donc les Sorribus et la famille Emmerich. Mais est-ce que ces deux familles, finalement, n'auraient pas pu entrer en contact à un certain moment au cours d'échanges économiques? L'activité de brigandage ne pouvait-elle pas aussi servir à régler de vieilles affaires de famille, notamment de familles marchandes? C'est la question que je me pose là aussi, et qui demeure à l'état d'hypothèse. Donc finalement, pour conclure, la deuxième moitié du XVIe siècle, nous avons pu le voir, correspond à une période de trouble au niveau de la zone frontière, entre la monarchie hispanique, le royaume de France, le comté de Foix, jusqu'en 1607, date à laquelle le comté est rattaché au royaume de France. Ces troubles sont d'ordre militaire, certes, mais également politique, religieux, mais aussi économique. Si la monarchie hispanique entend renforcer la défense de la Catalogne, et notamment des comtés de Roussillon de Cerdagne, dans la réalité, les moyens qu'elle déploie sont plutôt inefficaces pour en permettre un parfait contrôle. Il y existe en effet toujours des contestations à l'égard de son autorité, notamment par la noblesse locale qui entend composer avec elle pour se garantir des positions avantageuses, notamment en exerçant des charges de gouverneur de château, des charges d'alcaïde. En outre, cette composition avec le pouvoir central n'empêche pas certains nobles, y compris fonctionnaires royaux, de se comporter en chef de bande pour tirer le plus de profit de leur situation en marge géographique. Dans le même temps, les familles de la noblesse locale veulent conforter leur assise territoriale et de pouvoir, voire posséder des intérêts ou tisser un réseau de parenté transfrontalière. Enfin, si la défense de la frontière est un rôle classiquement dévolu à la noblesse, qui détient non seulement des charges de gouverneur de châteaux royaux, mais aussi des châteaux privés, et peut décider d'armer la population, il n'en demeure pas moins qu'il existe aussi d'autres sites de défense tels que des lieux de culte, désormais sécularisés ou non, ou encore appartenant à une communauté, avec le financement d'un site de défense commun par un petit noble ou un bourgeois faisant figure de coq de village. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup Galdric pour cet exposé. Je vais terminer assez rapidement. Je ne prendrai pas trop la parole, mais c'était assez intéressant de voir aussi le plan que tu nous as proposé. D'abord de brosser le tableau des défenses depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, et ensuite de tisser des trajectoires individuelles pour de quelle manière l'acteur peut avoir un impact sur la défense de cette frontière, que ce soit un acteur de la noblesse, voire du clergé, etc. Régulier. Bon. Avant de peut-être laisser la parole au public, je me permets, puisque je suis président de séance, j'ai le droit, je souhaiterais te poser une petite question par rapport à ton corpus de sources. Alors, tu nous as présenté tout un tas de sources assez intéressantes, à la fois des registres des actes notariés,
également des registres paroissiaux. Tu nous as dit que bon, tu as travaillé aux archives départementales des Pyrénées-Orientales, également aux archives municipales, voire également aux archives départementales de l'Ariège. Comment tu as constitué donc, ton corpus de sources? Comment tu l'as constitué? Quelles sont les sources que tu as mobilisées ou que tu es en train de mobiliser dans ta thèse? Et quels sont les apports ou voire les limites de chaque source, sans faire dans plus le détail de toutes les autres, sinon on y sera jusqu'à demain. Et j'imagine que tu dois avoir aujourd'hui un corpus assez important. Donc de ta documentation en fait. Est-ce que tu vas piocher dans des procédures également? Est-ce que tu en restes à du notarié, à du paroissiaux, etc. Voilà. Quels sont les types de sources que tu as pu mobiliser? Merci pour cette question, Orion. Alors, au niveau du corpus de sources que j'emploie, honnêtement, c'est un vaste corpus de sources déjà, bon voilà, sans surprise. Et puis, bon, à la base, j'étais parti de la consultation de sources essentiellement administratives, des registres de la procuration royale des comtés de Roussillon de Cerdagne, donc la série 1B, puis donc toutes les sous-séries qui s'y réfèrent, pour faire voilà, un état des lieux un peu de qui avait quoi, en gros, quel noble était dans tel territoire, pardon, etc. Je voulais vraiment brosser un portrait de, en gros, avoir un tableau de toutes les familles nobles de la frontière sur la période que j'étudie. Après, comme je me suis dit que ce serait peut-être assez figé, je voulais y inclure des dynamiques sociales, donc notamment par dynamique de famille, d'alliance, de mariage, pour voir à quel moment, donc il y a des moments de bascule entre telle famille et telle famille, qui à un moment donné, voilà, telle famille va se retrouver avec telle seigneurie, puis après ça va en être une autre, quel mariage, enfin, ainsi de suite. Donc là, pour ça, bon, pareil, il y a les registres de la série 1B, procuration royale de comté de Cerdagne. Rarement, quand même, je trouve des actes notariés. Par contre, les actes notariés, comme tu le dis dans la série 3E, ils sont intéressants pour saisir un peu la réalité au plus près des acteurs de la frontière, là pour faire vraiment de la micro-histoire, mais aussi pour avoir des petites surprises, des fois, notamment des renseignements sur les prises d'otages qui sont renseignés dedans. Alors ça, bon, je dois aussi mon salut pour avoir un peu plus de sources sur cette question à M. Denis Fontaine, hein, qui est un brillant archiviste voilà, des archives départementales, qui m'a mis sur la piste voilà, d'un ancien colloque, il me semble, qui parlait voilà, de ces prises d'otages, et donc après j'ai pu avoir la référence pour les cotes et creuser moi-même la question. Et donc voilà, c'est comme ça que je tire aussi les fils. Par la même occasion, donc clairement pour avoir accès et savoir où fouiller dans les archives, la plupart du temps, quand il y a les archives départementales qui les mettent à disposition, je vais sur les recherches en ligne, hein, et donc tous les inventaires qui se déploient à partir en tapant un mot-clé, telle famille, etc., tel château. Et ensuite, donc, ça me déploie une arborescence qui me permet d'avoir la mention des cotes où chercher. Et souvent aussi, donc, pour les mariages, les papiers de famille. Les papiers de famille, souvent les séries 1J, etc. Là, par exemple, pour la famille de Mossette, voilà, les papiers de famille me renseignent bien dessus, avec notamment la possession de forges sur la seigneurie, comment est-ce qu'ils passent des contrats, quelles affaires économiques marchandes ils peuvent nouer, parce que c'est aussi intéressant de voir que finalement ces seigneurs de la frontière, ils n'ont pas qu'un rôle militaire bien sûr, mais aussi un rôle de marchand quelque part, de seigneur marchand presque. Ils font du commerce à l'échelle des Pyrénées, ils font du trafic de moutons. J'ai par exemple aussi la mention d'un seigneur qui n'est pas très loin de Narbonne, le seigneur de Montrebeig, qui vend des moutons au conseil de la ville de Barcelone dans le XVIe siècle. Voilà, les moutons vont passer la frontière et c'est lui qui les vend, ce seigneur, au conseil de la ville de Barcelone. Donc c'est comme ça aussi qu'on voit se déployer toute une activité marchande. Et puis voilà, essentiellement. Après oui, des procédures de justice, mais très rares quand même. Alors qu'avant, pour mon mémoire de Master 2, oui. Mais là, ça m'intéresse un peu moins. À part pour les actes d'inculpation de bandoulettes, par contre, même si là aussi, je vais encore creuser la question, parce que bon, j'ai pas encore pu tout fouiller de manière très exhaustive tout en tout.
Mais période d'Oyupia, par exemple, je cherchais pendant longtemps d'autres sources, à part l'acte d'inculpation que j'avais trouvé, pareil, dans les papiers de famille. Mais je manquais de sources à son sujet. À un moment donné, je voulais avoir plus d'informations sur sa mort lors du siège de Montpellier, comment il s'est retrouvé voilà, du Payars jusqu'à Montpellier. Et j'ai trouvé aucune source dessus, à part donc la bibliographie, qui souvent, quand on n'a pas de source, voilà, on s'appuie sur la bibliographie et on fait ce qu'on peut, malheureusement. Et pareil, il y a après des territoires que j'aimerais plus étudier en profondeur, comme le Fenouillède, pour avoir encore d'autres éléments de comparaison. Et donc, il y a apparemment, Sylvain Chevauché m'a informé que malheureusement, les archives du Fenouillède avaient, pour de nombreuses sources, disparu, parce que peut-être brûlées à la Révolution française ou disparu aussi, carrément. Donc voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Là, on voit vraiment le travail de l'historien qui est là en cours, en train d'être pensé, réfléchi, donc tout le corpus, tous les types de documentation qu'on est obligé de mobiliser pour une conférence d'une heure, en fait. Et où on voit le travail là se faire au préalable, un travail minutieux, long, assez épuisant, fatigant, et je sais. Je vais passer le micro, j'ai d'autres questions, mais je ne vais pas mobiliser la parole, bien sûr. J'arrive. Pas besoin de micro. Ah, super. Eh ben, je te le laisse. Oui, bonsoir, Jacques Fourcade. Vous avez parlé de liépasserie. En fait, c'était important parce que c'était chaque année, je ne sais pas à quelle époque, on renouvelait en fait les baux d'une certaine façon et il y avait des relations qui pouvaient aller du Béarn à Barcelone. Bon. Mais vous n'avez pas parlé de polyorcétisme. Le polyorcétisme, c'est, si on parlait romain, c'est la castramétation, c'est-à-dire l'établissement de sites où peu à peu, les autorités établissent leur pouvoir. Voilà. Donc ce polyorcétisme, c'est quelque chose qui est, que j'ai lu, moi, parce que j'ai fait un mémoire. Et donc voilà. Et enfin, je pense aussi que vous n'avez cité que le ducat comme monnaie, mais beaucoup de monnaies ont joué à cette époque-là. Voilà. D'accord. Merci. Oui, voilà. Vous avez consulté. Vous m'entendez? Oui. Voilà, mais vous avez consulté ces archives et ces différents documents, mais ils étaient écrits dans quelle langue? Le catalan, l'occitan, le français? Parce qu'à ce moment-là, même les actes notariés, ils ont été, c'était un méli-mélo de plusieurs langues. Alors, ce que vous avez consulté, donc, et dont vous avez fait la traduction, je suppose, donc, comme vous avez pu, parfois, oui. Et qu'est-ce que vous avez trouvé là, à l'intérieur de ces archives? Alors moi, du coup, en parlant de langue des archives, c'est ça? Langue des sources, quelque part, oui. Là, par exemple, on a un très bel exemple d'actes assez épineux, mine de rien, à transcrire et ensuite à traduire. Il m'a donné une fil à retordre parce que, à la première lecture, comme ça, des fois, on a des mots vraiment sur lesquels on bute. Donc après, on fait des interprétations. Parce que là, honnêtement, il me semble très clairement d'un point de vue personnel que c'est un mélange entre, voilà, il y a des mots qui sont en catalan et des mots avec des variantes occitanes. Avec la terminaison en Z, j'ai pu un peu essayer de faire des comparaisons comme j'ai pu en consultant d'autres travaux, etc. Voilà. Là, honnêtement, on comprend, si on est catalan, l'acte, mais on voit qu'il y a quand même l'occitan qui ressort aussi. Mais c'est là qu'on voit aussi à quel point, finalement, il y a une communauté linguistique, en tout cas entre familles nobles, ou même des acteurs proches de la frontière, vraiment de la zone tampon, avec cette histoire de territoire de transition, par exemple de Donezan aussi, etc. Où à mon avis, voilà, même si on était occitan, on comprenait quand même le catalan, sachant que aussi il y a un territoire qui est intéressant, mine de rien, qui peut me mettre sur la piste
de tout ça, c'est l'Andorre. L'Andorre qui est une possession des comtes de Foix, quand même, avec l'évêque d'Urgell, et qui est vraiment une zone de passage aussi à l'époque moderne. Donc, il faudrait que j'aille fouiller là-bas, mais bon, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu trouver déjà, je pense que ça posait aucun problème qu'un Occitan proche de la frontière et un Français, entre guillemets, un Occitan proche de la frontière, puissent communiquer, et il se faisait, je pense, quand même assez comprendre. Voilà. Mais le français aussi. Le français, pour l'instant, à cette période, en tout cas, là, de cette partie de la frontière, non. Après, de l'autre côté de la frontière, oui, bien sûr. Et souvent, disons que le fait des plus hautes autorités. Après, parce que sinon, du coup, des acteurs plus humbles, peut-être l'occitan, voilà. Après, si on part du côté des comtes de Foix, là, les actes, ils étaient en béarnais, en occitan aussi, avec la variante de l'occitan. Hein. Après, j'ai rencontré beaucoup d'Espagnols pour les actes, pareil, royaux, vraiment, de castillan. Souvent, aussi, ce que j'ai pu trouver dans les actes de la procuration royale ici, c'est un mélange de latin et de catalan. Et voilà. Donc ça, c'est l'essentiel de mon corpus, hein, le latin et le catalan qui sont imbriqués. Voilà. Je pense qu'on emploie le catalan des fois pour aller plus vite, pour se faire comprendre vite, et le latin vraiment pour les formules juridiques importantes, ou peut-être une référence aussi à Dieu, parce que bon, on place Dieu vraiment au centre de la vie sociale, économique, voilà, de tous les jours, et de l'administration aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si je vous ai éclairé. Il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français. Pas encore, non. En tout cas, de notre côté, non. Le français, dans les sources, il arrive qu'en 1700. Très tardivement, le français arrive dans les sources, surtout les sources officielles, qu'à partir des années 1700. Et oui, parce que, en fait, après le traité des Pyrénées, 1759, on continue de produire de la documentation, surtout en catalan. On voit dans les procès, dans les registres notariés, tout reste en catalan. Alors il se trouve que le pouvoir royal français avait une dent contre le catalan. Louis XIV, par exemple, disait que la langue catalane était une langue bâtarde, etc. Il avait une haine presque contre le catalan. Et donc il a demandé à ce que, dans les contributions, etc., on écrive les documents officiels en français. 1700. Avant, non. Et effectivement, comme l'a dit mon collègue juste avant, surtout pour le XVIIe, après pour le XVIe, je connais assez peu et je crois qu'il y a beaucoup plus de latin. Au XVIIe, on a surtout énormément de catalan. Alors, on retrouve une chose un peu différente de l'autre côté de la frontière. Moi, en tout cas, pour les fonds que j'ai pu dépouiller en Catalogne du Sud, par exemple à Barcelone, à Lérida, Tarragone, etc., on trouve un peu plus de latin. Malgré tout, le catalan reste quand même la langue utilisée le plus. Alors, j'avais aussi un point sur lequel je voulais revenir, ce que vous disiez, monsieur, pardon, j'ai oublié votre nom, par rapport aux monnaies qui sont aussi échangées, pardon, je me permets. Oui, oui. Effectivement, on a une pluralité de monnaies qui sont échangées à l'époque moderne, on en a beaucoup au XVIIe siècle, la pistole d'or, les réaux, les ducats, la monnaie française, etc. La monnaie française, c'est quoi? Alors vous en avez différentes, les écus blancs, etc. Enfin, vous avez tout un tas aussi de monnaie française, je ne vais pas faire le etc. plus tard, après. Bon. Là, mon collègue, il a simplement montré quelques actes notariés, quelques exemples où figuraient les ducats, mais enfin, moi je manipule énormément de lettres de change pour le XVIIe siècle, et alors là, vous en voyez des monnaies différentes, des monnaies italiennes, des monnaies espagnoles, mais en fait, la monnaie espagnole reste quand même, dans toute l'Europe de l'Ouest, la monnaie la plus utilisée. Enfin, je veux dire, moi je retrouve en Auvergne des pistoles d'or au XVIIe siècle dans les héritages, on lègue quelques pistoles d'or parce que c'était vraiment la monnaie qui était utilisée comme aujourd'hui. On peut trouver du dollar partout dans le monde. Et à l'époque, c'était la pistole d'or. C'était vraiment la monnaie espagnole qui avait cours dans toute l'Europe, donc si vous voulez, dans le monde entier pour nous, enfin pour les Occidentaux. Voilà, mais bon, là mon collègue vous a montré quelques exemples. C'était pas le but de sa communication. Pas le but. Mais si vous voulez qu'on parle de commerce, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Alors, j'avais une autre question, c'est comment on peut expliquer l'inefficacité du pouvoir royal à fermer à un moment donné, ou en tout cas à protéger les populations
de ces incursions, parce que ce soit les Huguenots, que ce soit les Bandouliers, c'est quand même des villages qui brûlent. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans la Tournienne, hein, parce que les villages ont été plus ou moins incendiés, donc les archives ont été brûlées. Donc pourquoi un tel pouvoir hispanique si puissant au XVIe siècle délaisse finalement ces zones à une espèce de no man's land où il y aurait comme ça la possibilité de passer d'un côté de l'autre avec des armes. Alors je sais bien que le commerce, c'est le commerce et que on n'a pas intérêt à édifier un mur, une muraille de Chine. Mais quand même, il y a des châteaux, il y a des soldats, on peut les... Enfin, voilà. Pourquoi ils ont délaissé? Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que ça vient des représentants locaux du roi, la procuration royale locale qui était incapable de gérer ça? Ou est-ce que vraiment, du pouvoir central, il y a eu... c'était loin, voilà. Est-ce que tu perçois qu'est-ce qui se passe dans cette centaine d'années-là? Pourquoi il y a un flou Oui, alors, c'est une très intéressante question. C'est d'ailleurs l'objet de ce que je recherche. Je pense que la monarchie hispanique à ce moment-là, vu que quand même c'était un gros morceau, faut pas l'oublier, je pense qu'elle n'avait pas les moyens déjà financiers ni même humains de pouvoir la sécurité de tous ces territoires, enfin elle-même directement. Et que du coup, elle avait besoin de la noblesse locale pour appuyer son autorité. Donc voilà, par un jeu de dialogue, et que si la noblesse locale a été mécontente, qu'elle n'avait pas les moyens pour vivre aussi, et survivre, ou en tout cas comme elle concevait elle commettait des actes de brigandage, même si elle avait accès à des charges de l'administration royale qui étaient conférées par le pouvoir royal pour essayer de la calmer comme l'autorité royale le pouvait. Mais voilà, c'est ce qu'ont aussi démontré d'autres historiens. C'est pas parce qu'on était Al-Qaïda qu'on n'était pas bandoulé, qu'on ne protégeait pas des bandoulés. Je pense notamment à cette famille de Soribes. Il y en a un qui est Al-Qaïda et qui en même temps aide Galceran de Kadei, qui est quand même un chef bandoulé notoire, qui s'oppose à la faction des Nyerus quand même, pendant une bonne partie du XVIe siècle. Et qui tiennent en gros la Catalogne un peu sous leur coupe. C'est un peu des rois telés, alors même qu'il y a un vice-roi, qu'il y a des autorités royales. On a vraiment du mal à cadrer le secteur. D'autre part, aussi, c'est ce qu'a montré Jordi Bouérey, il y a beaucoup de mouvements de troupes qui sont effectués surtout dans la plaine du Roussillon. Donc les troupes vont et viennent dès qu'il y a un gros affrontement entre Français et Espagnols pour schématiser. Voilà, donc ils vont au nord, puis ils redescendent, puis ils reviennent. Donc ça, je parle notamment de troupes castillanes, mais aussi d'Allemands qui sont affectés dans cette zone. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Collioure, à un moment donné, il y a une menace de débarquement, d'attaque barbaresque, donc en gros les Turcs, l'Empire ottoman, qui attaque Collioure, alors même que les troupes royales, à peu près 500 hommes, reviennent vers Barcelone parce que c'est plus important de protéger Barcelone. Collioure est attaqué, 500 barbaresques débarquent et mettent la ville à sac. Voilà, donc je pense qu'ils n'étaient pas non plus peut-être... ils devaient soit peut-être manquer d'informations aussi, peut-être, je sais pas. Ça c'est quelque chose que je pense. Mais non, ils avaient peut-être... voilà, je pense pas qu'ils avaient tous les moyens qu'il fallait... pour couvrir une zone qui était quand même assez vaste, mine de rien. Si je peux me permettre, pour apporter quelques éléments de plus, il faut considérer déjà que la monarchie hispanique est une mosaïque de royaumes. Autrement dit, on le voit au XVIe et au XVIIe siècle, lorsque le roi tente d'imposer des choses, on pense par exemple à l'union des armes, au XVIIe siècle, qui impose par exemple aux Catalans de livrer à la fois de l'argent et des troupes à l'Espagne pour se battre contre les Français, les Catalans rapidement refusent. Et ils se servent en fait de leur propre indépendance pour toujours jouer avec le roi, obtenir des dérogations, être toujours un peu à part, etc. Et on est en plus dans un lieu de frontière, et comme dans tous les lieux de frontière, c'est un lieu de passage de marchandises, un lieu de commerce, d'économie, et donc
et ben ça amène quoi? Les brigands. Ça amène bien sûr des brigands, ça amène des brigands. Et je le vois très bien, moi par exemple, dans le cadre de ma thèse, les marchands migrants qui viennent du Massif central et qui traversent les Pyrénées pour aller vendre des marchandises françaises ou étrangères en péninsule ibérique, eh ben, ils ont peur de la frontière. Ils ont peur de la frontière, ils ont peur de ces brigands, ils ont peur de ces bandoliers. Et d'ailleurs, ils essaient de migrer en troupe, en groupe. Et donc il est assez difficile en fait de, à la fois déjà politiquement, de pouvoir qu'on appelle ça, encadrer ces zones-là, parce que ben, les Catalans en font qu'à leur tête, et on le voit avec El Segadors par exemple, hein, qui je crois est un exemple assez saisissant. Et puis on le voit aussi bon, avec ces petits seigneurs locaux, mon collègue en a beaucoup parlé quand même aujourd'hui, qui font ce qu'ils veulent et puis d'une année à l'autre vont piller le voisin. Enfin je veux dire, pendant la période entre 1135 et 1159, moi j'ai eu le cas dans mon meurtre de master où j'ai étudié par exemple un nati à Perpignan qui va piller la ville de Prades en disant « Ah oui mais la ville de Prades est en connivence avec le royaume de France, alors j'ai le droit d'aller piller la ville de Prades. » On s'en fiche. On va aller piller le voisin. Et puis quand le vent a tourné, il était plus au service, et mon collègue a beaucoup parlé finalement aussi de fidélité, il était plus au service de la couronne d'Espagne, mais il s'est mis au service de la monarchie française, si bien qu'il a obtenu après tout un tas de privilèges, de trucs et tout. Bon, ça on en parlera au mois de jamais. Donc en fait on est dans un cas, on le voit, beaucoup d'historiens, bon, on va dire, qui viennent de Madrid, hein, disent que les Catalans, de toute façon, dès que le vent tourne, ils tournent avec. Donc voilà, ils changent de fidélité en fonction du vent. Bon, quand on regarde les manuels madriens, ils sont assez durs envers les Catalans. Heureusement qu'il y a les Catalans barcelonais pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, quand même. Mais donc, ouais, c'est assez difficile. D'abord, voilà, par la structure de la politique et de la monarchie, et ensuite, parce qu'on est dans une zone de frontière. Si on regarde les travaux de Laurent Fontaine dans les Alpes, c'est exactement la même chose. Une frontière est quasiment impossible à maîtriser. Tout simplement. Tout simplement. Bon. C'est très contemporain d'ailleurs. Ben, bravo. Ouais, je t'en prie, merci. J'avais soif à un moment donné, j'en pouvais plus. Pardon? Je dis j'avais soif à un moment donné, j'en pouvais plus. Moi aussi j'ai bu sans arrêt. Signaler que j'ai toujours entendu mon beau-père qui était en relation avec une petite joyeuse